Partie 1, les climats. Alors, premier point, 1.1, les mécanismes du climat. Et d'abord, nous allons aborder la chaleur. La chaleur tropicale donne lieu à toutes sortes d'exploitations, musicales ou autres. Vous voyez l'image un petit peu humoristique que je vous propose là. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs de la chaleur d'un point de vue climatologique. Le principal facteur d'explication, c'est qu'entre les tropiques, la chaleur reçue par la Terre est maximale parce que la constante solaire arrive sous une forte incidence avec un angle proche de 45 degrés et après avoir traversé une épaisseur d'atmosphère assez réduite finalement, l'atmosphère ayant un rôle filtrant. Alors il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer. La nébulosité, le fait qu'il y ait beaucoup de nuages, en particulier près de l'équateur. Les températures sont un peu moins chaudes, mais constantes et marquées, et on a un climat qui est marqué par une forte humidité dans ces zones à très forte nébulosité. Un autre facteur qui joue également, c'est la continentalité. Globalement, les continents sont plus chauds que les littoraux et les océans, et les masses continentales sont bien représentées entre les tropiques. Si vous regardez sur la carte, vous voyez que aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, vous avez des masses continentales très vastes qui donnent lieu donc à cet effet finalement de continentalité. Alors, si on regarde la chaleur, dans le monde tropical, on a des températures mensuelles moyennes qui varient relativement peu. C'est surtout vrai quand on est vers l'équateur. Les saisons sont peu contrastées du point de vue thermique. La principale différence entre les saisons, elle est d'ordre pluviométrique. Donc on a des températures mensuelles moyennes très stables qui varient selon les mois de 0,7 degrés entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud en Amazonie, de 3 degrés à Ho Chi Minh Ville, au sud du Vietnam, et de 9 degrés à Kano, au nord du Nigeria. L'amplitude thermique quotidienne est plus importante. En tout cas, quand on s'éloigne un petit peu de l'équateur pour aller vers les tropiques, par exemple dans les déserts, le Sahara est un désert tropical, on peut facilement avoir en certaines saisons plus de 40 ou 45 degrés le jour et des températures nocturnes très fraîches, de l'ordre de 10 degrés et parfois même en hiver qui approchent 0 degré. Donc on peut avoir une amplitude thermique quotidienne de 30-35 degrés pendant une bonne partie de l'année. Sous l'équateur, cette amplitude thermique quotidienne est beaucoup plus faible. On a un effet de serre des nuages et on a souvent entre 4 à 8 degrés d'écart entre le jour et la nuit. Une hypothèse qui a pu être formulée, c'est celle finalement d'une sorte de température moyenne qui aurait été un idéal. Le Goldilocks Temperature, c'est le titre d'un article de la revue Nature publié en 2015 par des économistes qui prennent en compte une corrélation entre l'évolution du PIB de 166 pays sur une période longue, entre 1960 et 2010, donc sur 50 ans. Donc la corrélation entre l'évolution du PIB et les températures. Et ce que montrent ces économistes, c'est que l'efficacité avec laquelle les sociétés transforment les ressources naturelles, l'énergie, le capital, le travail, en biens ou en services, c'est-à-dire en richesse, qu'ils comptent finalement comme des économistes, atteint son pic à une température annuelle moyenne de 13 degrés. Donc pour ces économistes, le 13 degrés, c'est la température moyenne, la température idéale, cette notion de Goldilocks. Goldilocks, c'est boucle d'or, c'est ce conte des frères Grimm. Goldilocks, ce personnage, donc cette petite fille qui boit la soupe ni trop chaude ni trop froide des ours absents de la maison qu'elle a trouvée dans la forêt. Donc cette idée, c'est que pour ces économistes, la température idéale pour l'économie serait de 13 degrés. Quand on va au-delà de 13 degrés, on aurait des performances qui seraient inférieures. Donc vous voyez bien que le déterminisme climatique que j'avais évoqué dans le premier cours n'est pas définitivement enterré. Alors cet article, il est à prendre en compte dans son contexte. Il a été publié en 2015, c'est l'année de la COP 21, donc dans un contexte écologique et géopolitique
marquée par des négociations pour de l'aide en faveur de l'adaptation des pays en développement au changement climatique, mais néanmoins, il y a une forme de raisonnement déterministe contre lequel vous verrez que ce cours se positionne assez nettement. Toujours dans les mécanismes du climat, je voudrais évoquer la pluie. Alors, les mécanismes de la pluie sont complexes. Je vous renvoie pour le détail au manuel de Godard et Tabot. Dans l'ensemble, l'air tropical est chaud et riche en vapeur d'eau, donc chaud et humide. Le moindre mouvement ascensionnel, donc d'ascendance, d'élévation de l'air, aboutit à une baisse de température et donc peut déclencher des pluies. Ça, c'est un élément important à avoir à l'esprit. Alors, le climat obéit, dans le monde tropical comme ailleurs sur le globe, à de grands rythmes planétaires saisonniers. Il reflète aussi l'articulation entre la circulation atmosphérique globale, qui rend compte à la fois du positionnement des masses d'air dans l'atmosphère, de la circulation des vents dominants et de l'orientation des grands courants marins. Donc, il y a d'une part cette circulation globale des masses d'air réparties autour du globe qui influencent les vents et les courants marins, et puis d'autre part, des éléments plus locaux. Alors, si on devait décrire la circulation globale de manière très schématique, c'est la carte que vous avez sous les yeux, on a une alternance entre l'équateur et les pôles de zones de basse pression et de haute pression. Les zones de haute pression calées sur les tropiques expliquent la présence des grands déserts comme le Sahara. L'équateur correspond à une zone de très basse pression. Et puis, en plus donc de cette circulation globale, interviennent des éléments locaux, le dessin des terres émergées, c'est-à-dire la forme des mers et des terres, l'orographie, le relief, la couverture du sol. Sur la carte du haut, par exemple, vous voyez les pressions et les flux à la surface du globe en janvier. Sur la carte du bas, vous avez les pressions et les flux atmosphériques à la surface du globe en juillet. L'équateur météorologique désigne la position annuelle moyenne des basses pressions équatoriales. Cet équateur, il se situe un petit peu au nord de l'équateur, à 5 degrés de latitude nord en moyenne, mais il a une position qui varie au fil de l'année. Il tend à suivre le mouvement apparent du Soleil, plutôt vers le nord en été, donc dans l'été de l'hémisphère nord, et plutôt vers le sud en hiver. Donc il a tendance à aller plutôt vers le nord en été, ici en juillet, et plutôt vers le sud, ici en janvier. Donc en été, sous l'effet du rayonnement solaire, on assiste à un gonflement des anticyclones tropicaux qui se décalent également vers le nord. Alors ça fait je vais vous montrer la mauvaise carte, c'est cette carte du sud, là, du mois de juillet. Cela fait le beau temps chaud et sec en Europe qu'on connaît avec le célèbre anticyclone des Canaries de nos vacances, mais ça explique aussi, on va le voir, la saison des pluies en Afrique tropicale et dans les régions qui sont soumises à la mousson en Asie. Les mécanismes de la pluie sont multiples, j'en cite peut-être deux principaux ici. D'une part, les alizés. Alors les alizés, ce sont des vents qui soufflent de façon régulière depuis les hautes pressions subtropicales vers les basses pressions équatoriales. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais ça correspond à ces vents-là. Les alizés donc tournent autour des hautes pressions subtropicales. Ils vont du nord-est vers le sud-ouest dans l'hémisphère nord, dans ce sens-là, et du sud-est vers le nord-ouest dans l'hémisphère sud. La notion de ZCIT, zone de convergence intertropicale, désigne la zone de convergence des alizés de l'hémisphère nord et de ceux de l'hémisphère sud. Donc, dans cette zone de convergence intertropicale, on assiste à des phénomènes d'ascendance de l'air qui résultent de la convergence de masses d'air qui viennent des anticyclones tropicaux au nord et au sud, enfin du nord et du sud. Et donc, ces mouvements d'ascendance provoquent des pluies et expliquent
le niveau de basse pression et l'intensité des pluies près de l'équateur. Cette aire équatoriale humide a tendance à s'élever en altitude et en se rafraîchissant, il déclenche des précipitations. Alors cette zone de convergence intertropicale oscille du nord au sud au cours des saisons. Elle va vers le nord en été et se déplace vers le sud en hiver, d'où le nom de tropicale pour des climats ou des régions qui sont traversées par ce balancement. La région intermédiaire qui est balayée 2 fois par cette zone de convergence intertropicale, que vous voyez dessinée ici, bénéficie d'un régime pluviométrique équatorial. On parle d'équateur thermique et on la trouve tout autour du globe. L'Harmattan, dont j'ai écrit le nom ici, est un des alizés célèbres, un alizé continental, qui est donc à l'origine d'une circulation d'air chaud et sec sur le continent africain ici, notamment pendant, je devrais plutôt montrer cette carte-là, notamment pendant l'hiver. C'est les vents que vous voyez représentés sur la carte du nord, du haut. Alors, pour expliquer la pluie toujours, un élément important au niveau local, c'est l'existence du front intertropical, donc qui correspond à une situation météorologique particulière au sein de la zone de convergence intertropicale, de la ZCIT dont je parlais. Alors, ce front intertropical se constitue lorsque les alizés qui viennent du continent rencontrent des alizés venant de l'océan. Et dans cette situation, se rajoute aux ascendances un contraste d'humidité et de température entre les alizés, ce qui donne lieu à des pluies particulièrement abondantes. Donc c'est le cas lorsque l'harmattan sahélo-saharien dont j'ai parlé, qui vient du nord-est, rencontre les alizés venus du sud-ouest au-dessus du golfe de Guinée. On parle de front lorsque le contraste entre les masses d'air est très important, masses d'air sèches et humides. Alors, le terme de mousson, il a 3 significations. C'est une notion qui est importante. Mousson vient de l'arabe mosim, qui veut dire saison. Le sous-entendu, c'est que c'est la saison de la navigation, puisqu'il s'agissait, ce terme de mosim désignait des vents saisonniers de la mer d'Oman, qui permettaient d'aller dans le sens de l'Afrique vers l'Asie en été, vous le voyez ici, et en sens inverse en hiver. Ce sont des vents qui ont été utilisés, par exemple, par Vasco de Gama en 1498 pour atteindre le Kerala. Alors, je suis allé un peu trop vite. En Asie, les moussons les plus connus et les plus importantes sont les moussons d'été. Donc, ça désigne ces déplacements d'air humide qui vont remonter vers le continent et qui vont, en lien avec le balancement saisonnier de l'équateur météorologique et de la zone de convergence intertropicale, en lien aussi avec la chaleur très intense qui règne du fait de la continentalité sur le continent asiatique au moment de l'été. Et donc, on va avoir des masses d'air humides venant de l'océan Indien, de l'océan Indien, qui vont pénétrer vers l'intérieur des terres et qui, en atteignant les montagnes, et notamment les différents types de montagnes sur les plateaux intérieurs de l'Inde, les Ghats et puis l'Himalaya, les masses d'air vont s'élever et vont déclencher des précipitations extrêmement importantes. Donc cette mousson indienne va atteindre des régions qui, sans elle, seraient semi-désertiques, situées proches des hautes pressions subtropicales. Donc elle s'explique, je vous disais, par les hautes pressions australes, renforcées par l'hiver, par le fait que le plateau tibétain est surchauffé en été, et aussi par des déplacements du jet stream, un courant de haute altitude. Donc le front de mousson, qui est poussé par le sud, va rencontrer des reliefs asiatiques et va donner lieu à des précipitations extrêmement abondantes d'eau chaude et humide qui arrivent, enfin de masse d'eau, masse d'air, disons, chaude et humide qui arrivent sur les reliefs, ce qui donne lieu donc à ces pluies torrentielles que connaît l'Asie des moussons en été.
Alors, on parle aussi en climatologie dynamique hein, de tout vent qui, franchissant l'équateur, est dévié par la force de Coriolis vers l'est. Euh, c'est ce qu'on voit, par exemple, sur les deux petites cartes que je vous ai, les deux petits ronds bleus que j'ai affichés ici, au sud du Japon, par exemple, mais également dans l'Atlantique ouest. Bon, peu importe ici. Un autre type de pluie important dans le monde tropical est associé aux cyclones. Alors, les cyclones sont des perturbations pluvieuses violentes, ponctuelles. Elles naissent entre 5 et 10 degrés de latitude dans des mers chaudes. Ce qui est important de comprendre avec les cyclones, c'est que leurs grands axes de déplacement sont à peu près connus, mais le détail de leurs itinéraires est très difficile à prévoir, ce qui explique aussi pourquoi il y a autant d'inquiétudes et autant de dégâts qui sont associés à ces cyclones. Alors vous voyez sur la carte de gauche hein, une perturbation climatique qui se forme entre Dakar et le Cap-Vert. En se déplaçant vers l'ouest, elle se change en dépression tropicale, puis en tempête tropicale, et enfin en cyclone quand elle arrive aux Antilles. Sur la carte de droite, vous constatez une anomalie. Hein, il n'y a pas de cyclone. Donc cette carte de droite, en haut à droite, la représente les petits points noirs que vous voyez, ce sont les cyclones, hein, les points où les cyclones prennent naissance. Et on constate que dans l'Atlantique sud, il n'y a pas de cyclone. Alors pourquoi je ne vais pas là non plus rentrer dans le détail. Le facteur principal, c'est le fait que la zone de convergence intertropicale soit positionnée au nord de l'équateur géographique, hein, et c'est elle qui est à l'origine de l'essentiel du mouvement cyclonique. Donc c'est l'explication principale. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais je ne vais pas les aborder ici parce que c'est un peu secondaire pour ce qui nous intéresse. Vous avez ici une carte des cyclones pendant l'année 2017 hein, qui a été prise sur Internet. Vous voyez donc un nombre de cyclones assez significatif, assez important, et qui aborde donc un certain nombre de zones peuplées hein, dans les Caraïbes, le golfe du Mexique, le Mexique et les États-Unis. Deuxième point dans cette partie consacrée au climat, une typologie des climats. Alors je vous rappelle, hein, quand on fait une typologie, il faut toujours énoncer quel est le critère qui permet de faire le classement. Ensuite, on cite des caractères généraux qui correspondent à chaque type qu'on identifie. Et ensuite, on peut développer des exemples. Alors ici, les critères. Bon, dans le monde tropical, je vous l'ai dit, il fait chaud à peu près partout, donc ce n'est pas un critère de différenciation. Le critère de différenciation entre les climats tropicaux vont plutôt résider dans les précipitations, à la fois en termes de volume, de répartition temporelle, une saison humide ou deux saisons humides, et d'humidité relative éventuellement. Alors, si on regarde le volume des précipitations, hein, les tropiques, c'est à peu près 23% des terres émergées, pour 61% des pluies reçues à la surface de la Terre. Donc, on voit bien hein, qu'il y a une forte humidité qui est associée au monde tropical. Et on parle de tropiques humides quand on a plus d'1 mètre de précipitation. Alors, une carte ici, le record mondial de précipitation, il a été observé dans une station qui s'appelle Cherrapunji, qui est en Inde du Nord, où, donc, du fait de la mousson asiatique, hein, on a mesuré entre 11 et 12 mètres de précipitation en moyenne décennale, donc c'est considérable. Dans les tropiques secs, hein, dans les milieux tropicaux secs, on a des précipitations qui sont comprises entre 300 mm et 1 mètre d'eau par an. Donc sur cette carte que vous voyez ici, hein, vous avez dans la couleur noire le climat équatorial, le régime climatique équatorial. Dans la couleur, les hachures verticales, vous avez le climat subéquatorial. Et puis le numéro 3, qui correspond à des petits points, hein, c'est un climat tropical contrasté. Le climat semi-aride n'est pas représenté. Alors, la répartition dans le temps des mois secs ou humides est également importante à prendre en compte hein, quand on fait une typologie des climats. Il s'agit de savoir quel est le nombre de maximum. Est-ce qu'il y a une ou deux saisons des pluies? Est-ce qu'il y a de vraies saisons sèches, sans pluie du tout ou avec
ou avec très peu de pluie ou avec pas de pluie du tout. On prend en compte aussi le nombre de mois secs. Alors, un schéma que vous devez connaître, parce que c'est vraiment un grand classique en géographie physique, c'est le diagramme de Gaussen, dans le cadre duquel, hein, donc on parle de diagramme ombrothermique. L'échelle des précipitations est égale à 2 fois les températures, hein. Donc, vous avez ici les températures à gauche et les précipitations à droite. Et ça vous permet, donc en figurant à la fois les précipitations et les températures, d'identifier le nombre de mois secs et de mois humides. Quand la courbe des précipitations dépasse celle des températures, on a des mois humides, et dans le cas contraire, on peut avoir des mois secs. Alors, vous avez ici un certain nombre d'exemples. Par exemple, ici, vous avez N'Djamena, hein, qui est au Sahel, donc au Tchad, avec ici donc la saison des pluies, hein, la courbe des précipitations qui passe au-dessus de celle des températures. Donc, vous avez une saison humide, une seule saison des pluies, et une saison humide qui va à peu près du mois de juin au mois de septembre-octobre. Okay. Vous avez inversement la situation de Brazzaville, donc sur la gauche un peu vers le bas, hein, donc on est près de l'équateur. On a une saison sèche qui est très courte, en janvier-février et puis un petit peu en décembre. Et puis on a 2 pics de précipitations et une très longue saison des pluies. Si vous regardez le diagramme de Jakarta, en Indonésie, donc avec 7 degrés de latitude sud, en climat subéquatorial, vous n'avez aucune saison vraiment sèche. Il n'y a aucun moment où la courbe de précipitation est sous la courbe des températures, mais vous avez un pic de précipitation en juillet. Vous avez également, hein, la courbe de Belém, dont on parlait dans le cours précédent, donc à la fin du cours introductif. Donc vous voyez pas vraiment de mois secs non plus, mais une période plus humide, hein, une saison plus humide, une saison des pluies principales entre juin et novembre-décembre, et puis voilà, la période la moins humide de l'année en avril-mai. Alors j'aurais pu afficher plus tôt, donc vous pourrez visualiser finalement les lieux auxquels correspondent ces diagrammes ombrothermiques, hein, qui sont des bons outils finalement pour percevoir un type de climat en mesurant à la fois le volume des pluies, le rythme des pluies, la durée de la saison sèche, éventuellement, et l'intensité de cette saison sèche. Donc ce sont des outils très utiles qu'il faut que vous sachiez constituer, qu'il faut que vous sachiez surtout lire et comprendre. Alors, si on doit faire une typologie des climats, on distingue d'une part donc les climats équatoriaux, on parle parfois de climats gabonais, qui ont donc 2 maximums au moment des équinoxes, hein, c'est le schéma de Brazzaville que j'évoquais tout à l'heure, avec aucune période sèche, et une variante qu'on pourrait appeler subéquatoriale, avec un minimum presque sec. C'est le cas par exemple à Abidjan. Deuxième type de climat, le climat tropical, avec un seul maximum au moment du solstice d'été, et de nombreuses variantes. On parle de climat guinéen, soudanien, sahélien en Afrique. Hein, donc le climat guinéen, c'est dans le golfe de Guinée. Et puis plus on va vers le nord, plus on a des variantes sèches, donc avec des saisons des pluies qui sont moins longues et moins humides, en zone soudanienne, puis en zone sahélienne. Je vous ai donné donc l'exemple ici de Bamako. Il y a enfin un certain nombre d'exceptions, notamment des tropiques humides non pluvieux qui correspondent aux déserts côtiers, avec des précipitations atmosphériques en bordure de déserts froids, donc des déserts qui sont liés à des courants marins froids qu'on trouve principalement ici, donc Sahara occidental, Mauritanie, ou ici, le long du courant de Benguela, ici, l'Atacama, hein, en Amérique latine, avec le courant de Humboldt, donc des courants froids qui sont à l'origine de déserts littoraux, mais avec une forte nébulosité, une forte humidité littorale. Deuxième type d'exemple, le climat équatorial peut être monomodal,
c'est-à-dire avec une seule saison des pluies, notamment en façade est des continents. Il y a quelques autres, comment dire, bizarreries, c'est que le climat multimodal n'est pas toujours le plus humide. À Jakarta, il pleut 1755 millimètres par an. On est en régime monomodal et donc on a plus de précipitations qu'à Brazzaville, où il y a pourtant 2 saisons des pluies, donc un régime multimodal et où il ne pleut que 1370 millimètres. Autre type d'exception, le climat subtropical humide, qu'on qualifie de climat chinois. Donc c'est sur la façade orientale subtropicale des continents, à des latitudes qui sont extra-tropicales. Dans ce cadre de climat donc, que vous voyez ici en Chine du Sud, au Japon, ici en Floride et en Louisiane aux États-Unis, qu'on retrouve ici un petit peu en Argentine, également ici en Afrique du Sud. Donc ce climat subtropical humide, dit chinois, il est marqué par un froid hivernal, il peut y avoir du gel, donc on ne rentre pas stricto sensu dans la définition climatique du monde tropical de Pierre Gouroux. Mais en même temps, on a de la chaleur et de l'humidité, notamment en été, et on a une végétation qui est franchement tropicale, avec des essences qui sont celles qu'on trouve dans d'autres milieux tropicaux plus humides. Donc on a un climat qui n'est pas vraiment tropical, mais un milieu qui est de type tropical. Donc les régions qui sont concernées par ce climat, c'est la Louisiane, le Paraná au sud du Brésil, je vous le montrais ici, la province du Natal en Afrique du Sud, la Chine centrale et du Sud, le sud du Japon, l'île de Kyushu, l'Australie également. Donc on a des milieux très intensément anthropisés, avec des forêts qui sont largement exploitées et une gamme très large de cultures tropicales dans ces milieux de climat subtropicaux humides dits chinois. On trouve du coton, du riz, du sorgho, de la canne à sucre, de l'arachide, du papayer, etc. Donc on a finalement un climat qui est assez favorable à la végétation et à son utilisation par les sociétés. Alors, l'irrégularité climatique, elle est variable suivant les lieux et en fait, elle est maximum dans les climats semi-arides. Quand vous avez des climats très humides, l'irrégularité est moins importante, mais dans les milieux semi-arides, on a une irrégularité beaucoup plus forte. Autre type d'endroit qui est caractérisé par une forte irrégularité, c'est sur l'itinéraire des cyclones, qui sont représentés sur la carte qui s'affiche ici. Donc là, on peut avoir, suivant les endroits, par exemple sur l'île de la Barbade, 735 millimètres d'eau en 1930 et 2200 millimètres en 1938. Donc vous voyez, des précipitations multipliées par 3, suivant que des cyclones soient passés ou non. Autres zones qui sont concernées par une très forte irrégularité, ce sont les zones qui sont affectées par ce phénomène qu'on appelle El Niño. Donc El Niño, c'est un phénomène climatique qui survient quand les courants froids côtiers s'interrompent. On l'observe ça tous les 4 à 7 ans. Et l'interruption de ce courant froid, qui est un facteur d'aridité, provoque des pluies torrentielles. Donc vous avez ici un schéma qui illustre cette circulation en année normale des courants froids et des masses d'air qui y sont associées. Et puis, quand le courant froid s'interrompt en année d'El Niño, eh bien, vous avez des précipitations très importantes. Vous voyez ici sur les côtes de l'Amérique latine, du Pérou et jusqu'à l'Amérique centrale. Je m'arrête là pour cette séquence.